Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, Moscou serait sur le point de récupérer sa région de Koursk dans une séquence militaire particulièrement rude pour Kiev. Le Kremlin entend ainsi être en position de force en pleine période de négociation. Et en France, à contre-courant des événements récents, l'Assemblée nationale a voté une résolution de soutien à l'Ukraine. Et enfin, après la Roumanie, au tour de l'Allemagne de jouer avec les institutions en voulant faire passer de force une réforme constitutionnelle pour se réarmer. L'Ukraine recule sur tous les fronts et la Russie arrive à la table des négociations dans des conditions plutôt favorables. Tour d'horizon. Les forces ukrainiennes se retirent de la région russe de Koursk alors que Vladimir Poutine s'est mis en scène dans la région en uniforme militaire pour demander à son armée de libérer complètement ce territoire frontalier de l'Ukraine et conquis par Kiev en août 2024. Il semblerait que les troupes ukrainiennes aient préféré un repli à des combats désespérés. Dans un contexte de négociation où la Russie semble dicter ces conditions, ce revers ukrainien renforce la position du Kremlin qui envisage désormais la création d'une zone tampon en territoire ukrainien. 7 mois après leur incursion audacieuse dans l'oblast de Koursk, les troupes ukrainiennes abandonnent leur position, notamment la ville stratégique de Soudja, où des soldats russes ont hissé leur drapeau le 12 mars. Cette localité, située à seulement 10 km de la frontière, était la principale conquête ukrainienne sur le sol russe, un symbole destiné à servir de monnaie d'échange dans d'éventuels pourparlers. Mais face à une armée russe numériquement supérieure, jusqu'à 6 fois plus importante selon certaines estimations, et peut-être également du fait de la privation du soutien de renseignements américains depuis le 5 mars, l'Ukraine a plié sans opposer de résistance significative. Les localités passent sous contrôle russe une à une, pratiquement sans combat, et un retrait total des forces de Kiev d'ici 1 à 2 jours pourrait avoir cours. Ce repli, qui contraste avec la ténacité habituelle des Ukrainiens en posture défensive, semble orchestré pour préserver les troupes plutôt que pour défendre un territoire devenu intenable. Le président Volodymyr Zelensky a lui-même reconnu implicitement cette réalité, déclarant que le commandement militaire agit pour sauver le maximum de vies, ce qui n'est pas le moindre des revirements. Le limogeage du général Dmytro Krasilnikov, responsable de l'opération de Koursk, illustre les tensions internes et la reconnaissance d'un échec stratégique. Moscou fait de la reprise de Soudja et des villages environnants un triomphe retentissant, célébré comme une démonstration de force après des mois de pertes élevées, y compris parmi les soldats nord-coréens déployés en renfort sur le sol russe. Lors d'une allocution télévisée le 12 mars, Vladimir Poutine a exigé que les soldats ukrainiens capturés soient traités comme des terroristes tout en appelant à écraser complètement l'ennemi dans la région. Ce succès militaire intervient alors que les États-Unis, sous l'impulsion de Donald Trump, poussent pour un cessez-le-feu de 30 jours. La suspension temporaire de l'aide militaire et du renseignement américain à l'Ukraine coïncide ainsi avec le recul de Koursk et fragilise Kiev au moment où Washington reprend paradoxalement son soutien. Cette pression diplomatique, perçue comme un ultimatum, place Kiev en position de faiblesse face à la Russie. Si l'Ukraine espérait utiliser Koursk comme levier dans les négociations, cet espoir s'effondre avec la perte rapide de ce territoire. Alors que les émissaires américains s'apprêtent à présenter leurs propositions au Kremlin, Moscou peut se permettre de rejeter un cessez-le-feu immédiat, conforté par ses gains sur le terrain. L'offensive russe, combinée à une posture inflexible, renforce l'idée que les négociations, si elles aboutissent, se feront largement aux conditions de Vladimir Poutine. Dans ce bras de fer, l'avancée russe apparaît non seulement militaire mais aussi stratégique, imposant un rapport de force qui marginalise les aspirations ukrainiennes et, par la même occasion, celles de l'Europe occidentale. Le président russe devra néanmoins jouer très serré car si Washington semble dans de bonnes dispositions à son endroit, il devra obtenir le maximum pour satisfaire une partie de l'opinion russe qui a largement soutenu la guerre et qui pousse pour des conditions de paix très favorables à Moscou. Et pendant ce temps, en France, les députés du socle commun et de la gauche socialo-écologiste veulent prendre part au combat à leur manière. L'Assemblée nationale a adopté une résolution de soutien à l'Ukraine. Renaud de Bourleuf. Les carabiniers de l'Assemblée nationale s'en vont en guerre. Mercredi, la Chambre basse a adopté une résolution européenne appelant au renforcement du soutien à l'Ukraine. Rappelons qu'une résolution est un acte par lequel l'Assemblée nationale émet un avis sur une question déterminée. Rien de législatif ni de coercitif, juste une mesure symbolique qui consiste en l'occurrence à interpeller l'Union européenne. Précisément, quels sont les symboles ? Le texte, qui évoque explicitement dans son préambule, je cite, « des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité » imputés à la Russie, appelle les instances bruxelloises à poursuivre et accroître leur soutien politique, économique et militaire à l'Ukraine
ainsi qu'à bâtir une défense européenne indépendante. Le texte propose aussi de mettre fin à l'importation de gaz russe dans l'Union européenne, de saisir les avoirs russes gelés et immobilisés, et surtout d'accompagner le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Le camp présidentiel est représenté par le député des Hauts-de-Seine, Constance Le Grip. Ce qui se joue en Ukraine, ce n'est pas seulement la liberté, l'indépendance, la souveraineté d'une nation qui aspire à un destin de liberté et de démocratie. C'est la sécurité et la liberté de l'Europe, de notre pays, qui se joue. Cette armée a été rejointe par 288 voix provenant principalement des régiments Ensemble, Horizon, Modem, mais aussi le groupe Droite républicaine et, à gauche, les socialistes et les écologistes. Les communistes, en revanche, n'ont pas l'intention de se faire fusiller pour Emmanuel Macron, à en juger par les propos du député de Seine-Maritime, Jean-Paul Lecoq. La proposition de résolution que nous devons étudier s'apparente en réalité à un renforcement du soutien à la guerre. Elle vise aussi à faire exister Emmanuel Macron sur la scène internationale pour qu'il se place ou qu'il se sente exister aux côtés des présidents américains, russes et ukrainiens. 9 députés communistes ont voté contre la résolution, tandis que 3 se sont abstenus. Dans le parti La France Insoumise, 45 élus sur 71 s'y sont aussi opposés. LFI appelle à privilégier la voie diplomatique et rappelle le caractère dissuasif de la Russie qui est une puissance nucléaire. Au total, 54 députés ont voté contre la résolution. Par ailleurs, 114 députés se sont abstenus dans les rangs de l'UDR, parti mené par Éric Ciotti, et du Rassemblement national. L'UDR était représenté par le député de la Marne, Maxime Michelet. Face à cette situation, il est possible de continuer à se payer de bons mots, en comparant par exemple Donald Trump à Néron, ce qui ne montre pas une bonne connaissance ni de Trump ni de Néron. Ou il est encore possible de choisir la voie de l'émotion, voire de la théâtralisation, pour nourrir l'inquiétude des Français, comme l'a choisi de le faire le président de la République dans son allocution. Mais il est également possible de regarder le réel rationnellement. Oui, la menace russe à nos portes est incontestable et les pays européens doivent lui faire face. Mais il y a 3 ans, l'armée russe n'a pas su faire tomber Kiev, ce n'est pas pour faire tomber Paris dans 3 semaines. La menace russe est réelle, mais non immédiate. Face à l'agression effroyable subie par l'Ukraine, nous nous tenons aux côtés du peuple ukrainien, dont nous saluons le courage et la force. Mais ce que nous devons soutenir pour les soutenir, c'est la paix et non l'escalade guerrière. Jamais la paix en Ukraine n'a été aussi proche de nous. Et pourtant, jamais le président de la République n'a tant parlé de guerre. Ce qui a motivé l'UDR à voter l'abstention était principalement l'extension immédiate des dites garanties de sécurité occidentales. Une extension immédiate qui consistait in fine au basculement dans la guerre. Un autre point mis en avant était le prononcement en faveur de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, un danger pour les agriculteurs français. Le son de cloche est proche du côté du Rassemblement national, représenté par le député du Pas-de-Calais, Marc de Florian. L'élu, par ailleurs ancien officier de la Légion étrangère, a raillé les bellicistes de la Macronie. Et puisque je vois sur ces bancs quelques va-t-en-guerre, quelques gens qui ont le courage d'envoyer les Ukrainiens au front, moi je vous encouragerais à envisager d'échanger vos mocassins à pampilles et vos vestons croisés contre des Rangers et des gilets pare-balles. Lorsqu'on vote la guerre, il faut être capable d'aller la mener. Vous avez des suppléants, démissionnez quand nous rentrons en guerre et allez au front. Allez passer une seule nuit dans une tranchée, dans la neige, sous les balles. Et enfin, vous pourrez donner des leçons. Vous pourrez donner des leçons aux Ukrainiens et à tous ceux qui se battent pour la liberté. La guerre devient tout de suite moins enthousiasmante, mais nos élus sont des anciens combattants d'un président qui a déclaré la guerre à un virus. Et alors que le Palais Bourbon s'agite, le Bundestag cause réarmement et entend faire passer en force une réforme constitutionnelle pour rendre possible le plan européen dit de réarmement. Nicolas de Lamberterie. Incroyable coup de force politique en Allemagne. Alors que les élections fédérales ont eu lieu il y a 3 semaines, c'est l'ancien Bundestag élu en 2021 qui est réuni aujourd'hui en vue de voter une réforme constitutionnelle fondamentale. L'objectif est de modifier les articles 109, 115 et 143 de la loi fondamentale, qui limitent drastiquement les possibilités d'endettement de l'État fédéral allemand. Or, l'Allemagne, entrée en récession économique avec l'explosion des tarifs de l'énergie en 2022, emprunte désormais la logique de l'endettement et devrait plonger dans cette voie plus encore, étant donné que le futur gouvernement fédéral de Berlin entend procéder à de nombreux achats d'armement, conformément au projet européen développé ces jours-ci. Tout ceci nécessite donc de modifier la loi fondamentale avec l'approbation de 2/3 des parlementaires.
Sauf que voilà, dans le nouveau Bundestag, qui compte désormais 630 députés, les nationalistes de l'AfD et l'extrême gauche de Die Linke sont hostiles à un déblocage constitutionnel de l'endettement en vue de suivre le plan européen d'armement. Et à eux deux, ces deux formations représentent 216 élus, soit 6 de plus que la minorité de blocage constitutionnel de 210 députés. C'est la raison pour laquelle le pouvoir allemand a organisé un véritable coup d'État institutionnel en convoquant l'ancien Parlement, celui élu en 2021, afin de soumettre cette réforme constitutionnelle à un Parlement qui sera cette fois-ci susceptible de la voter. En effet, dans l'ancien Bundestag, qui compte 736 députés, les groupes parlementaires susceptibles de s'opposer à cette réforme constitutionnelle, à savoir Die Linke, l'AfD et les libéraux du FDP, n'ont que 213 députés et sont donc loin des 245 députés de la minorité de blocage. Ce n'est certes pas la première fois que de telles combines sont mises en œuvre en Allemagne pour faire face à la montée de la représentation des partis contestataires dans les assemblées d'élus. Mais jusqu'à présent, cela se limitait souvent à quelques parlements régionaux, pour des questions certes non négligeables, mais d'une importance encore relativement secondaire. Là, en revanche, réunir l'ancien Parlement 3 semaines après les élections, afin de modifier la loi fondamentale, c'est-à-dire le texte juridique le plus important du pays, c'est tout simplement du jamais vu. Par ailleurs, maintenant que le cycle électoral est passé, notons que les désormais traditionnelles persécutions contre l'AfD reprennent leur cours normal, avec notamment l'interdiction aux assistants parlementaires AfD considérés comme extrémistes par les offices de protection de la Constitution d'accéder au Bundestag, c'est-à-dire leur lieu de travail. On notera également que la contestation des résultats des élections allemandes de février 2025 par la gauche populiste du BSV, le parti de Sarah Wagenknecht, n'est pas terminée. En effet, son parti affirme avoir constaté de nombreuses irrégularités dans les résultats de nombreuses communes. Or, il n'a manqué que 0,02% à Sarah Wagenknecht pour que son parti franchisse la barre des 5 points et obtienne des élus, ce qui aurait eu une incidence considérable, étant donné que dans cette éventualité, la CDU et le SPD n'auraient plus à eux deux la majorité absolue des députés au Bundestag, mais devraient trouver un troisième partenaire de coalition. Toutefois, on peut douter qu'une contestation ait une réelle chance d'aboutir. Par ailleurs, ce qui est notable en Europe, on pense notamment au cas récent de la Roumanie, c'est le côté de plus en plus grossier des combines employées par les gouvernants européens pour passer en force sur tout. Des méthodologies qui jusqu'à présent étaient celles des régimes dits autoritaires voire dictatoriaux, et qualifiées en tout cas comme telles par les Européens, qui eux se prévalaient d'être les fiers représentants de la démocratie libérale. De toute évidence, l'époque a changé drastiquement, et l'Europe entre dans un cycle dit libéral, mais surtout de plus en plus autoritaire et de moins en moins démocratique. En fin d'après-midi, la proposition des démocrates chrétiens et des sociodémocrates de lever le frein à l'endettement pour 1 trillion d'euros de nouvelles dettes n'a pas atteint la majorité nécessaire à la Chambre des députés sortante. Afin d'obtenir le vote des écologistes, le chef de file de la CDU, Friedrich Merz, propose 50 milliards d'euros d'argent public pour la protection du climat. Passons à présent à l'actualité en bref. La Banque de France de plus en plus pessimiste sur l'efficacité du gouvernement. Selon ses projections intermédiaires publiées mercredi, la prévision de croissance est de nouveau revue à la baisse. Initialement estimée à 1,2% puis à 0,9%, elle est désormais fixée à 0,7%. Le ministre de l'économie Éric Lombard s'était pourtant dit optimiste le 1er mars sur l'objectif de 0,9%. Encore raté. Les investissements et exportations devraient rester faibles en 2025 et le taux de chômage prévu reste stable. Selon ses estimations de la Banque de France, l'atteinte de l'objectif de déficit public fixé à 5,4% du PIB par le gouvernement paraît de plus en plus difficile à atteindre. Boris Vallaud veut sa part du gâteau. Jeudi, le chef des députés socialistes a annoncé sa candidature à la tête du parti à la rose. Le congrès du Parti socialiste aura lieu du 13 au 15 juin et le député des Landes Boris Vallaud aura en face de lui le premier secrétaire sortant Olivier Faure. L'un et l'autre sont d'accord pour défendre une candidature commune de la gauche en 2027 et ne pas laisser la première place à LFI. Si Boris Vallaud prend la tête du PS, la question se posera de savoir si son épouse Najat Vallaud-Belkacem fera alors son grand retour. L'ancien ministre de l'Éducation de François Hollande est désormais dans l'ombre, mais toujours active. Elle dirige l'association France Terre d'Asile, où elle se voue à sa passion pour l'immigration clandestine, et elle n'a pas totalement quitté l'arène politique. Depuis 2021, elle est conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes, où elle a échoué à obtenir la majorité.
Ligne de défense pour problème de santé. L'humoriste Pierre Palmade, condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes pour blessure involontaire après un grave accident en février 2023, a demandé mardi à sortir de la prison de Bordeaux-Gradignan. Lors de son audience devant le juge d'application des peines, l'humoriste a sollicité un aménagement de peine sous bracelet électronique à domicile, invoquant des problèmes de santé et un besoin de suivi pour ses addictions. Incarcéré depuis le 9 décembre 2024 et placé à l'isolement, il avait été jugé le 20 novembre pour un accident ayant fait 3 blessés graves et la mort d'un enfant à naître. La décision, mise en délibéré au 26 mars, maintient pour l'instant Palmade en détention. Et en parlant de drogue, le trafic continue notamment à Roissy. Début mars, 6 individus nigérians ont été mis en examen pour trafic, importation de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment. Ils sont soupçonnés d'importer de la cocaïne du Brésil via des mules qui transportent donc la drogue ingérée en Suisse, en passant par la région parisienne où la cocaïne est stockée quelque temps. Les planques étaient en l'occurrence un restaurant de Pierrefitte en Seine-Saint-Denis et une épicerie du 18e arrondissement de Paris. L'enquête est remontée jusqu'au gang nigérian après qu'une de leurs mules, interceptée à l'aéroport francilien de Roissy, a failli mourir en octobre dernier. Lundi, c'est un autre gang qui est passé devant les juges. À la cour d'assises de Créteil, le procès pour trafic de drogue de 20 personnes, dont 11 agents de la police aux frontières guyanaises, s'est ouvert. Ils seraient impliqués dans un vaste trafic partant du Suriname, passant par l'aéroport Félix-Éboué de Cayenne et allant jusqu'aux 2 gros aéroports de Paris, Roissy et Orly. Ensuite, la cocaïne est redistribuée en France et ailleurs en Europe. L'actualité internationale, en bref. Zuckerberg, fraîchement converti au Trumpisme, mais déjà rattrapé par de vieilles affaires. Sarah Wynne Williams, ancienne cadre de Facebook, dénonce dans un livre les dérives de l'empire de Mark Zuckerberg. Cette ancienne directrice des affaires publiques accuse le groupe Meta d'avoir envisagé un pacte avec la Chine, incluant censure et accès aux données des utilisateurs via le projet Aldrin pour s'implanter dans un pays où Facebook est interdit depuis 2009. Licenciée en 2017, elle évoque aussi une culture malsaine et misogyne, alors même que Facebook était en pointe dans les délires minoritaires et woke. Elle accuse Joël Kaplan, figure clé de Meta, de harcèlement sexuel. Le groupe rejette ces accusations, soulignant une enquête interne ayant blanchi Kaplan et conteste le statut de lanceuse d'alerte de Wynne Williams. La Chine accueillera vendredi une rencontre entre responsables iraniens et russes sur le nucléaire iranien dans un contexte de tensions accrues par la pression maximale exercée par l'administration Trump vis-à-vis de Téhéran. Donald Trump, qui a adressé une lettre au guide suprême iranien pour exiger un accord sous peine d'une possible action militaire, inquiète Pékin et Moscou. Ces derniers, opposés à une bombe nucléaire iranienne, privilégient des leviers économiques et sécuritaires pour influencer Téhéran. La Chine achète du pétrole iranien tandis que la Russie fournit des systèmes antimissiles et coopère dans le nucléaire civil. Les deux puissances se verraient bien dans une position de médiateur entre la Maison-Blanche et la République islamique. Des briques et des milliards. En 2024, Lego a réalisé une année record avec un bénéfice net de 1,8 milliard d'euros en hausse de 5% par rapport à 2023 et un chiffre d'affaires frôlant les 10 milliards d'euros malgré un marché du jouet en repli de 1%. Le groupe danois est le meneur mondial du secteur. Ses ventes directes ont bondi de 12%, portées par des franchises comme Star Wars et Harry Potter, ainsi que des partenariats avec le monde du jeu vidéo à l'image de Fortnite ou encore Formula One. Optimiste pour 2025, malgré les incertitudes géopolitiques, Lego mise sur sa dynamique de croissance pour continuer à dominer le marché. Le Soleil a rendez-vous avec la Lune. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une éclipse lunaire aura lieu pour la première fois de l'année 2025. C'est un phénomène qui se produit 2 fois par an quand le Soleil, la Terre et la Lune sont parfaitement alignés et que la Lune glisse dans l'ombre de la Terre. Une lumière rougeâtre pourra être observée. La Terre continuera en effet à renvoyer à la Lune de la lumière du Soleil via des rayons qui prennent une teinte rouge. L'éclipse totale entre 7h26 et 8h31 sera surtout visible depuis le continent américain. En France, le phénomène pourrait être observé depuis le Finistère. Ce soir, immédiat, un zoom et la chronique de l'avocat Gilbert Collard sur la chaîne YouTube format court de TVL. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et à demain.